T'aimerais ça devenir propriétaire, puis tu sais pas par où commencer, ou du moins tu as déjà de l'information, puis c'est pas tout trop clair. Du moins, tu sais qu'il faut au minimum une mise de fonds. Puis la mise de fonds, si tu mets avec 5, 10, 15 ou 20%. Après ça, la taxe de bienvenue, il faut que tu prévois un montant pour ça. Le RAP, le CELIAP, comment ça marche ces affaires-là. Bref, c'est super facile de s'y perdre avec toute l'information qui existe. Donc, afin de te simplifier le processus d'un achat de propriété, je t'ai mis toutes les étapes dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que dans cette vidéo-là, je vais toutes te les présenter une après l'autre. Puis compte tenu que ça se peut que c'est pas tout qui t'intéresse, directement dans la description ou dans la barre de chargement, j'ai mis chacun de ces sujets-là. Donc tu vas juste cliquer dessus et ça va t'amener directement à la section qui t'intéresse. Au niveau du point 7, super intéressant, c'est là que je vais te parler de tous les chiffres. Comment que ça coûte avec des cas concrets. Donc pour un condo et une maison, entre si je mets 5 et 10% de mise de fonds, c'est quoi les impacts que ça va avoir. Donc c'est là que je te donne toute cette information-là. Donc sans plus tarder, on va commencer ça. L'évaluation. Selon moi, l'étape la plus importante de toutes parce que c'est votre situation qu'on regarde. Plutôt que juste dire dans les chiffres dans les airs, ben, je pense que j'aimerais une maison de 300 000 400 000, on va regarder ensemble qu'est-ce qui est possible d'emprunter. Est-ce que c'est plus réaliste que je regarde autour de 300 ou 500, justement? Qu'est-ce que mon budget me permet? Ensuite, dans quelle ville je vais acheter? Parce qu'une maison, par exemple, de 200 000 sur l'île de Montréal, ça se peut que c'est rare à trouver. Donc, on va vraiment regarder qu'est-ce qui fait du sens également. Point plus important également, l'objectif temporel. Je vais acheter cette année, je vais être propriétaire cette année. Oui, mais est-ce que ça fait du sens si je mets juste 50$ par mois de côté puis il me faut 15 000 pour faire la mise de fonds? OK, on va essayer de trouver des raccourcis avec l'impôt, avec d'autres stratégies qui existent, mais ça se peut que c'est pas possible ou on va le mettre sur plusieurs années puis on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. L'autre point qu'on va avoir au niveau temporel, c'est se dire est-ce que je vais être propriétaire pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, pendant combien de temps que je la veux, ce bâtiment-là, cette propriété-là. Donc là, c'est là qu'on va regarder également ce qui fait du sens. On va regarder également au niveau des coûts. Le coût total du projet. Il n'y a pas juste la mise de fonds qui va être à prévoir. Est-ce que je veux des électroménagers neufs? Est-ce que j'ai des rénovations à faire? Est-ce que j'ai d'autres frais reliés à ça que je ne suis pas au courant? Donc, on va les prévoir dans le projet. Puis, on va évaluer la mise de fonds en se disant, est-ce que je suis mieux de mettre 5, 10, 15 ou 20% de mise de fonds? Des fois même très rare, est-ce que je vais en mettre 30% si j'ai beaucoup de liquidité? Donc, on va vraiment voir ensemble c'est quoi qui est le plus intéressant à faire pour le projet, puis qu'est-ce qui est le plus réaliste. On va également regarder dans le temps. Est-ce que c'est un bon timing pour acheter? T'sais, avant 2020, puis en 2020, ceux qui ont suivi ça un peu, hey, c'est passé la surenchère pas mal. Les taux ont varié énormément. Donc, est-ce que je suis mieux d'acheter quand les taux sont hauts, sont bas? Qu'est-ce que je fais en gros? Mais on va regarder selon la situation personnelle si ça fait du sens ou pas. Si on est déjà à côté avec un taux, par exemple, de 5%, ben, si les taux montent à 6, peut-être pas la meilleure des idées d'acheter tout de suite. À l'inverse, ma capacité d'emprunt n'a pas de problème, mon budget me le permet, ben là, on va regarder si ça fait du sens ou pas. Tout ça dans un but principal, c'est d'attendre d'être prêt pour acheter. Parce que quand on achète et on n'est pas prêt, nous, ce qu'on voit dans les statistiques, c'est 70% du temps, les gens qui contractent une hypothèque ne termineront pas leur premier terme avec la banque. Donc, si j'ai dit, par exemple, j'ai emprunté sur 25 ans, puis je fais mon premier 5 ans avec la banque X, ben 70% du temps, on va faire un changement d'hypothèque avant le temps. Le changement, il peut être positif. Ça peut être parce que je veux réhypothéquer pour avoir un meilleur taux. Ça peut être j'ai une promotion dans une autre ville, donc il faut que je m'en aille. Ça peut être également négatif, puis c'est tout le temps imprévu normalement, une séparation, décès, invalidité, il peut arriver n'importe quoi. Donc, ce que ça veut dire, c'est si on est pour changer notre prêt dans les premières années, ben les frais qu'on a eu à assumer au départ, on ne sera pas nécessairement remboursé tout cet argent-là. C'est possible qu'on fasse une perte à court terme parce qu'il peut y avoir des pénalités, frais de notaire, la mise de fonds, la CHL, tout ce qu'on a eu à payer. Ben, si on ne fait pas un gain directement dans la première année sur sa maison, ça peut coûter excessivement cher. Donc, le but, c'est quand on va vouloir acheter une propriété, c'est être capable de vivre dedans un minimum de 3-4 ans pour être capable que ce que j'ai payé, puis la valeur de la maison, puis ce qui reste à payer, ben ça crée un écart suffisamment pour payer toutes les dépenses qu'on a eu à assumer au début. Rendre ça rentable, en gros. Donc, mieux qu'on prépare le projet, moins qu'il y a de risques qu'on vend à court terme, moins qu'il y a de surprises, ben plus qu'on garantit de faire du rendement avec notre propriété, tout simplement. D'où pourquoi l'évaluation, super important.
Concernant la mise de fonds, c'est là où on va avoir le plus de questions, puis c'est là qu'il y a plus de mythes. Parce que la première des choses qu'on se fait dire souvent, c'est est-ce que je suis obligé absolument de mettre 20% de mise de fonds pour l'achat de ma propriété? Ça dépend. Si tu prévois être propriétaire occupant, la mise de fonds minimale est 5%. Tu peux mettre 10, 15, 20, tu peux mettre le montant que tu veux comme mise de fonds, mais le minimum va être 5% si c'est une propriété avec 2 adresses ou moins. Donc un duplex, condo, maison, jumelé, ce qui va être la majorité des cas. Si on en regarde plus pour un triplex, quadruplex, là, la mise de fonds devient 10% minimale. Tu peux encore mettre plus si tu veux, mais le minimum à mettre, tant que tu es occupant, va être de 10%. Par contre, si tu es non occupant, c'est quoi qui change? Là, le minimum qu'on doit mettre est automatiquement 20%. Donc, c'est là qu'on va en entendre parler. Des fois, ils vont dire j'ai été obligé de mettre 20, d'autres vont dire je suis obligé de mettre 10. Et dépendamment des cas, ça se peut que la banque t'oblige à mettre un montant minimal plus élevé. Même si toi, tu aimerais mettre 5, ça se peut que tu es obligé de mettre 10, 15 ou un autre montant à cause des ratios d'endettement, parce que logiquement parlant, quelqu'un ne peut pas acheter une maison d'1 million avec, par exemple, 30 000 par année de salaire. Donc, tu es capable de la payer aussi, cette maison-là. Ça, c'est le premier point qu'on va avoir. Puis pourquoi 5, 10, 15 ou 20%? Pourquoi je mettrais 20 si je peux juste mettre 5 au final? Ce qui est à comprendre de ça, c'est que quand tu contractes un prêt avec la banque, tu dis à la banque, ben, passe-moi 300 000 $, moi en échange, je te donne 15 000 comme mise de fonds. Ben, la banque, elle va avoir un petit peu de garantie. Fait que si t'as pas de logement, il donne en garantie. Si t'as pas d'actifs, t'as pas d'argent, t'as pas rien, ben, t'as comme pas le choix de prendre une assurance pour protéger la banque. C'est ce qu'on va appeler l'assurance hypothécaire. À distinguer de l'assurance vie hypothécaire qui est un autre principe d'assurance. Mais cette assurance-là, c'est pas pour vous, c'est vraiment la banque. Donc, à défaut de paiement, la banque se fait rembourser le montant. Puis comment coûte cette assurance-là? Ben, ça dépend du montant qu'on met de mise de fonds. Donc, par exemple, si je mets seulement 5% comme mise de fonds sur mon projet, ben, l'assurance va me coûter 4% du solde restant. Si je mets 10, 3,10, si je mets 15, 2,80 et si je mets 20, 0% généralement. Dans certains projets, la banque peut obliger quand même à prendre une assurance, puis le coût va être à voir rendu là. Mais règle générale, qu'on met 20% de mise de fonds, on n'a pas besoin de prendre l'assurance hypothécaire. L'assurance hypothécaire, juste pour vous démystifier un peu, c'est la CHL souvent qu'on parlait, c'est un des fournisseurs d'assurance hypothécaire. Il y a Genworth, il y en a d'autres. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est vraiment de ça qu'on parle en ce moment. Donc, si on se donne un exemple, on fait un achat d'une propriété de 300 000 $, on met 5% de mise de fonds, donc 15 000. Qu'est-ce qui va se passer? Bien là, notre sol va devenir 285 000. Mais sur le sol de 285 000, c'est là que va s'ajouter l'assurance hypothécaire, donc le 4%. 4% de ce montant-là, ça serait 11 400 $ qu'on va y rajouter. Donc, notre hypothèque est de combien? Mais ça va être 296 400 par exemple sur 25 ans. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des calculs de l'assurance hypothécaire. Et c'est pour ça qu'aussi, des fois, on va dire, ben, je mets du 5, 10, 15 ou 20% au niveau de ma propriété. Donc, une fois qu'on sait que c'est quoi le montant minimal qu'on veut mettre, on l'a vraiment choisi. Puis comme vous remarquez, je parle tout le temps de 5, 10, 15, 20 et plus, et non de 6,95. L'idée, c'est tant que je n'ai pas dépassé le montant, tant que je n'ai pas changé la braquette, ça ne fait pas une différence dans mon taux tant que ça. Fait 9,99, je vais dire, rendu là, trouve la pièce de plus, rends-toi à 10%, c'est là que ça va faire une bonne différence. Mais dans la mise de fonds, il ne faut pas juste prévoir la mise de fonds de 5, 10, 15, 20%. Il faut prévoir un montant supplémentaire et la banque, elle, dans ses calculs, elle prévoit que vous avez cette liquidité-là pour faire l'achat. Parce qu'il faut être capable de payer le notaire après ça. Il faut être capable de payer la taxe de bienvenue, du vrai terme étant les droits de mutation. Il faut être capable de rembourser peut-être un prorata des taxes de l'ancien propriétaire. Il faut avoir un coussin financier. Ça se peut que dans la première année, il arrive un bris à la maison qui est imprévu. Pas personne qui met ça à l'horaire que les tuyaux ils gèlent. Donc, ça peut arriver bien des problèmes. C'est pour ça que nous, on va vous prévoir vraiment, dans votre situation, d'être prêt à l'achat de la propriété puis éviter des surprises comme ça, tout simplement. Alors, quand vient le temps de faire la mise de fonds, il existe certains programmes qui peuvent nous aider à faciliter le processus. Donc, le plus connu, c'est vraiment le régime d'accession à la propriété qui est le RAP. On prend de l'argent de nos REER, on peut les décaisser. Il existe également un nouveau régime qui va exister dès avril 2023 qui est le CELIA. Compte épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété. Je leur dis plus jamais ça, c'est trop long. Donc, ce qui est à comprendre de ça, c'est différent du compte CELI. C'est vraiment totalement dissocié. C'est un autre compte, c'est juste qu'il y a des avantages à venir avec que je vous explique très prochainement. Il y a des programmes municipaux qui existent. Moi, je suis à Québec, donc le programme s'appelle Accès Famille, mais il y a plusieurs villes qui en offrent. Je vais laisser un petit mot là-dessus rapidement avec le programme fédéral qui existe, l'incitatif de l'achat d'une première propriété.
Les remises bancaires, les consortiums, il existe d'autres systèmes pour avoir de l'argent. Sont plus cas par cas, donc je n'irai pas trop dans les détails avec ça. On pourra en parler en individuel. Mais le but de ça, je vais vous garder la présentation assez brève avec le plus de contenu possible. Donc, si on commence vraiment avec le CELIAP, si on compare ça au RAP. Donc, la différence entre les deux. Comment ça marche, puis on vous démystifie ça un peu. Le REER, si on commence avec la base, c'est quoi une déduction, une cotisation déductible? Je vous suis là-dedans. Donc là, vous, mettons, vous gagnez 70 000 par année. Donc, vous payez de l'impôt à chaque année comme si vous avez gagné 70 000. Si vous mettez, par exemple, 10 000 dans un REER ou 10 000 déductibles, peu importe sa forme, le gouvernement, lui, ce qu'il va se dire, OK, j'ai chargé de l'impôt toute l'année comme s'il en avait gagné 70, mais en vrai, il en a gagné 60. Il y a eu 10 000 de déduction. Donc, il va rembourser le montant qui a été payé en trop. Ou si on avait de l'argent à payer, ben, ça va diminuer le montant qu'on avait à rembourser, tout simplement. Donc, on cotise un REER ou qu'on cotise au CELIAP, on va avoir une déduction. Fait, peu importe le montant que je vais avoir mis, je vais avoir un montant qui va être déductible de ce montant-là. Sauf que le montant qu'on veut mettre, ben, il y a un certain maximum. Donc, si je gagne 1 million à la loto demain, je ne peux pas mettre 1 million dans mon REER, je ne peux pas mettre 1 million dans mon CELIAP. Il y a des plafonds. Le plafond pour le REER, ben, ça va être selon nos droits de cotisation. Donc, on a ça chaque année sur nos relevés de cotisation. C'est disponible directement sur mon dossier ARC, par exemple. Donc, il faut vraiment se fier à son plafond de droits de cotisation. Pour le CELIAP, super important de comprendre, les droits vont s'accumuler dès l'ouverture du compte. Puis comment ça va marcher? Ça va être 8 000 par année qui va s'additionner jusqu'à un maximum de 40 000 de cotisation. Je réexplique ça différemment. C'est-à-dire que si tu décides d'ouvrir ton compte dans 5 ans, pas cette année, dans 5 ans, combien tu vas pouvoir cotiser? 8 000. Si tu ouvres ton compte cette année, ben, combien tu aurais le droit d'accumulation dans 5 ans? 40 000. D'où pourquoi c'est important d'ouvrir ses comptes CELIAP dès qu'on prévoit acheter une maison dans les 15 prochaines années, parce que le compte peut seulement être ouvert pendant 15 ans. Super important de comprendre ça. Ensuite, encore une fois, pendant qu'on parle des cotisations, au niveau du CELIAP, ben, on va juste pouvoir cotiser l'année en cours et une année précédente. Donc, si encore une fois, j'ouvre un compte cette année, puis je commence juste à cotiser dans 5 ans, le maximum que je pourrais cotiser, ce serait le 8 000 de l'année en cours, puis 8 000 d'une année précédente, donc 16 000 d'un coup. Je ne peux pas mettre 40 000 one shot dans le CELIAP. Donc ça, c'est à faire attention. L'autre affaire qui est possible de faire avec le REER, on peut cotiser dans les 60 premiers jours de l'année. Donc jusqu'au 1er mars, règle générale, on peut cotiser un montant pour l'année précédente. Le CELIAP, c'est pour l'année en cours. Donc ce qui veut dire que si quelqu'un va avoir un retour d'impôt pour l'année prochaine, il va faire ses impôts 2023 par exemple, mais il doit absolument cotiser dans l'année 2023. Donc il doit cotiser avant le 31 décembre. Donc ça, c'est super important à comprendre comment ça marche. Les avantages qu'on va avoir de chacun, c'est que le REER, mettons, j'ai mis jusqu'à 35 000 dans mon REER sur plusieurs années ou j'ai un régime collectif qui me permet de décaisser de l'argent de là. Donc, j'ai demandé à mon employeur, il dit oui, pas de trop, tu peux décaisser les montants. Parfait. Il y a 50 000, 100 000, peu importe. J'ai un montant d'accumulé. On peut décaisser jusqu'à 35 000 de son REER sans impôt à payer sur le coup. Super avantageux pour ça. Ma conjointe veut faire ça également, puis on peut combiner tous les deux, donc on peut aller chercher un 70 000 de notre REER de même. Le CELIAP, le maximum qu'on peut aller chercher, c'est le solde dans le compte. Donc si j'ai mis 40 000 5 ans plus tard, ça en vaudrait, ou 5-10 ans plus tard, ça vaudrait 100 000, ben, je pourrais décaisser la totalité de la valeur accumulée dans le compte. Et je peux combiner les deux. Donc, ce qui voudrait dire, par exemple, les deux ont cotisé 40 000, les deux ils ont 70 000 dans leur REER, mais on est rendu à 150 000 pour faire la mise de fonds, tout simplement comme ça. L'inconvénient du REER face au CELIAP, c'est que le montant qu'on décaisse va falloir le rembourser sur 15 ans à partir de la deuxième année de l'achat. Donc, si j'ai emprunté 30 000 à moi-même, donc je me suis fait un prêt à moi-même, j'ai décaissé 30 000 de mon REER, mais je vais devoir rembourser 2 000 par année pendant 15 ans. Là, ce que ça crée un problème, c'est si le budget était déjà limité pour acheter une maison, ben, trouver un 100 quelques piastres de plus par mois, ça commence à apparaître dans le budget. Donc, c'est à faire attention. Le CELIAP, j'ai le retour d'impôt, mais j'ai jamais remboursé quoi que ce soit. Super avantageux pour ça. D'où pourquoi on va essayer d'encourager le CELIAP au maximum. Mais quelqu'un qui va acheter cette année, il va mettre 8 000 de suite, mais il n'y aura pas le retour d'impôt avant mars l'année prochaine, mars-avril, quand il va faire sa déclaration. Donc, c'est là que ça va compliquer un peu les choses. Donc, deux excellents outils à combiner, puis à bien réfléchir comment on va les utiliser dans le temps.
Au niveau des programmes municipaux, il existe des programmes, comme je vous disais tout à l'heure, le programme Accès Famille pour la Ville de Québec. C'est pas toutes les villes qui ont un programme municipal. Ça, comment ça marche? C'est que la ville va te prêter l'argent pour l'achat de ta première propriété. Sauf qu'il y a des conditions. Par exemple, Accès Famille, il faut que ce soit une propriété neuve. De mémoire, c'est en bas de 330 000, incluant les taxes. Propriété neuve avec un nombre de chambres prédéfini, tout ça. Le problème qu'on a, c'est d'en trouver. Il n'y en a pas tant que ça qui se lancent dans le programme pour se permettre de l'acheter. Donc, c'est excessivement difficile de trouver une propriété, par exemple, dans la ville de Québec, qui va correspondre à ça. Dans les autres villes, c'est différent. Je vous invite à vous renseigner vraiment sur le site de la ville ou juste faire une petite recherche sur Google. Vous êtes capable de trouver s'il y a un programme disponible dans votre ville pour acheter. Au niveau du programme fédéral, lui, il est disponible pour tous les Canadiens. L'incitatif pour l'achat d'une première propriété, l'IAPP. Ça, comment ça marche? C'est que le gouvernement fédéral peut prêter 5 à 10% de la mise de fonds de la maison, mais ça va s'additionner à la mise de fonds qu'on avait déjà. Donc, ça ne peut pas tout financer en partant. Je ne peux pas juste demander au gouvernement, hey, fais ma mise de fonds complet. Ça ne marche pas comme ça. Je dois au minimum mettre mon 5%, puis je vais l'ajouter ça par-dessus pour baisser mon coût de SCHL, Genworth, mon assurance hypothécaire, grosso modo. C'est quoi l'inconvénient qu'il y a de ça qui est à se rappeler? Le gouvernement ne donne jamais de cadeau. Ce montant-là, on va devoir le rembourser à un moment donné. Puis ça, dans le fond, on va l'ajouter à une hypothèque. Donc, il y en a un frais de notaire de plus à payer. C'est comme si j'avais une deuxième hypothèque qui est à côté. Puis quand est-ce qu'il faut que je le rembourse, ce montant-là? Il faut que je le rembourse surtout que je fais un changement à mon hypothèque ou à mon statut de résident. Donc, si je deviens, je vends la maison, ou je la mets en location, ou je change mes affaires, ben il faut que je rembourse ce montant-là. S'il n'y a rien de ça qui se passe, je ne vends pas, je ne déménage pas, je ne fais pas de changement à mon hypothèque ni rien, mais au bout de 25 ans, fait que c'est la première de toutes ces éventualités-là qui arrivent, je dois rembourser le montant. Puis je ne peux pas juste rembourser, par exemple, 10 000 qu'on m'a prêté. Je dois rembourser 10 000, plus au prorata, la valeur que ma maison a pris dans le temps. Donc, si je fais un flip, donc j'achète une maison, je veux la rénover, puis je veux la revendre plus cher, je la vends 2 fois plus cher, le gouvernement m'a prêté 20 000, mais je leur dois 40 000. Donc ça, c'est à garder en tête. Dans certains cas, ça peut être bon, dans certains cas, ça peut être avantageux, comme dans d'autres cas, ça peut vraiment nous nuire. Donc ces aides-là, c'est à regarder, mais ce n'est pas le premier réflexe à avoir. Au niveau des assurances, il y a énormément de questions. Puis là, ici, je vais parler principalement de l'assurance vie hypothécaire, assurance invalidité hypothécaire. Donc, contrairement à l'assurance hypothécaire qui porte souvent confusion, on dit, il me semble que j'ai payé un montant pour ça, ça m'a coûté cher chez le notaire, tout de complet. Ça, c'est vraiment l'assurance qui va faire en sorte que votre conjointe va avoir un montant en cas de décès, un montant qui va vous aider à faire les paiements en cas d'invalidité. Super important à prendre en considération et comprendre ce que ça implique. Parce qu'il y a des gens qui disent, ben, si c'est pas obligatoire, je ne la prendrai pas. Parce que la première question qu'on me pose, est-ce que c'est obligatoire? Non. On ne peut pas forcer une personne à prendre une assurance. C'est pas éthique, c'est pas légal. On ne peut pas juste dire à quelqu'un, tu es obligé de la prendre. Par contre, on peut insister fortement et on peut comprendre une logique qu'il y a derrière ça. Je donne un exemple. Dans un couple, une personne gagne 150 000 par année, l'autre en gagne 30 000. La personne de 150 000 de revenus décède, laisse un terme hypothécaire de 3 000 $ par mois à payer à l'autre. C'est plus que son revenu net à la fin du mois. C'est irréaliste qu'elle soit capable de payer cette maison-là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la banque peut forcer la vente, dire, ben écoute, tu ne passes pas les ratios d'endettement ni rien, donc on va reprendre la propriété, mais à la vente, organise-toi. Donc, le niveau de vie vient de changer. Donc, déjà, logiquement parlant, s'il y a une famille, il y a des enfants ou autre, on veut maintenir un niveau de vie s'il arrive quelque chose. En cas de décès, c'est important d'avoir déjà des assurances. Donc, c'est sûr que les institutions vont pousser ça. Pasteur, est-ce que je suis obligé de prendre l'assurance avec l'institution? Non, définitivement pas. Si je suis déjà pas forcé d'en prendre une, je suis encore moins obligé de la prendre avec l'institution. Je peux en avoir une individuelle et c'est beaucoup plus avantageux. Je vais vous le montrer dans quelques instants aussi. L'autre chose qui va être important de savoir au niveau des assurances hypothécaires contre l'assurance individuelle. C'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? Parce qu'on en parle souvent, je vous apprends sûrement pas ça, que c'est nouveau. L'assurance hypothécaire, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça paye uniquement le prêt. Donc, en cas d'invalidité, en cas de décès ou autre, on va payer le prêt. Certaines institutions permettent de rembourser, par exemple, en cas d'invalidité, jusqu'à 150% du montant du prêt. L'idée étant,
C'est bien beau que ton hypothèque se paye, tu as de l'épicerie à payer, tu as d'autres choses. Donc, si les paiements que moi je te donne, ça représente 70% de ton revenu ou 50% de ton revenu, si tu ne mettais pas déjà 50%, l'autre 50% en épargne à tous les jours, ben ta qualité de vie vient de prendre un coup. Donc, il faut le prévoir à ce niveau-là. En cas de décès, ça paye le ça. Si initialement, c'est 300 000 que j'ai d'hypothèque, ça paye 300 000. Si au bout de 10 ans ou 20 ans, il me reste 100 000 à payer ou 50 000, ça paye ce qui reste. Quand on va parler au niveau d'assurance personnelle, c'est une assurance vraiment à part, indépendante du prêt. Et là, ben, je peux décider le montant que je veux que ça me paye. Je veux que ça me donne juste 150 000. Je dis, gars, je veux que le monde se revire de bord pendant quelques années, puis après ça, tout va bien aller. Pas un problème. Je vais avoir une assurance d'1 million parce que j'ai d'autres choses à payer. Je veux consolider toutes mes assurances en une, ça me coûte moins cher. On peut le faire également. Et le montant, je peux décider qu'il est fixe sur toute la durée, comme je peux le mettre décroissant. On a la marge de manœuvre qu'on veut au niveau personnel. Puis une autre différence qui va être majeure au niveau des coûts, c'est que l'assurance hypothécaire, si moi je renouvelle à tous les 5 ans, mais mon coût va augmenter à tous les 5 ans, parce que plus je vieillis, plus ça coûte cher. Donc, si je change en plus d'institution, ça se peut que la première institution à qui j'étais, ben, le coût d'assurance n'était pas si pire, puis je vais à un autre, ça me coûte pas mal plus cher. Puis là, ben, je change encore d'une autre banque dans 5 ans, ben, ça me coûte encore plus cher. Donc, ça peut varier, puis ça peut augmenter assez de façon significative. Je vais vous montrer par après avec des exemples, mais normalement, plus on vieillit, plus le coût augmente de façon exponentielle. Donc, le coût total, même si le seul couvert va diminuer, ça va augmenter tout le temps. On prend une assurance personnelle, l'avantage qu'on a, le coût, il fixe une durée. En gros, je peux dire, écoute, je vais être couvert de 300 000 pendant 25 ans à tel prix, tout est fixe. C'est tel quel, c'est garanti, puis ça ne change pas. Puis un autre point qui est extrêmement important à comprendre au niveau des institutions financières, souvent qu'on va signer, souvent, c'est pas tout le temps, ils vont juste poser 4 questions. T'as-tu le cancer dans la dernière année, fumeur, non-fumeur? T'as-tu réclamé? T'as-tu un dossier criminel ou autre? Super simple, on signe 2-3 papiers, parfait, on est assuré. C'est une préqualification souvent. On veut juste savoir, est-ce que tu aurais été refusé automatiquement en assurance ou ça vaut à peine ou non? Puis dans certains cas, on va faire la réclamation au décès. C'est là qu'on va dire, ah ben, avoir ça, on t'aurait pas couvert. C'est un peu tannant à jouer avec ça. Quand on va regarder au niveau de l'assurance personnelle, c'est plus long, c'est plus compliqué. Sûr et certain, parce qu'on va poser toutes les questions avant. On va tout de suite dire, est-ce qu'on couvrait, est-ce qu'on paierait ou pas en cas de décès? Je vais donner un exemple qui peut compliquer bien les affaires. Mettons les diabétiques. Souvent, ils vont me dire, ben là, je suis pas assurable, ça me coûte cher. Ouais, mais c'est dur à croire que si t'es pas assurable normalement, la banque, elle va te couvrir de même sans poser de questions. Puis au niveau individuel, qu'on fait affaire avec un courtier, par exemple, moi, je suis courtier en assurance, l'avantage qu'on va avoir, on peut avoir toutes les compagnies en même temps. Puis on va être capable de voir des sous-produits et des affaires spécifiques. Puis c'est pas vrai que c'est pas assurable, par exemple, un diabétique, un autisme, n'importe quelle maladie qui existe, sont toutes couvrables. On peut littéralement assurer quelqu'un qui est en train de décéder à court terme, là. On peut faire n'importe quoi au niveau des assurances, puis les coûts ne sont pas nécessairement beaucoup plus cher. Même qu'à l'inverse, quand on regarde sur une longue durée, on se rend compte que l'assurance personnelle, qu'on fait un gros contrat, règle générale, là, dans 75-80% des cas, ça coûte beaucoup moins cher quand on va prendre des assurances personnelles sur une longue durée. Peut-être pas nécessairement dans la première ou deuxième année, mais si on regarde, quand l'autre va augmenter à tous les 3, 4, 5 ans, ça fait une bonne différence. Mais ce qui est surtout important, c'est un contrat garanti indépendant. Donc, si moi je passe d'RBC à Desjardins, à BMO, puis là je change tout le temps de banque pour mon paiement hypothécaire sur les 25 prochaines années, j'ai pas besoin de revoir mes assurances. Je les ai déjà indépendants avec une autre institution. Ce qui est super avantageux au niveau des assurances. Combien que ça coûte maintenant, les assurances? Ben, ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? Ben, de l'âge, de la santé, de bien des affaires. Que ce soit, par exemple, une assurance vie hypothécaire ou une assurance vie personnelle avec une institution, en tout cas, le principe est le même. Plus je vieillis, plus mon risque de décès y est élevé, ou plus, mettons, les risques d'une complication suite à une invalidité vont être élevés, donc plus ça va me coûter cher. Donc, si je vous donne un exemple, on pogne un homme de 30 ans, non-fumeur, il contracte une hypothèque de 300 000. Normalement, qu'est-ce qui va se passer avec son hypothèque? Ben, elle devrait se payer sur 25 ans. Fait qu'au bout de 25 ans, qu'est-ce qui reste à payer? Il ne reste plus rien. Normalement. Mais si on regarde, mettons, une assurance qu'on regarde juste à l'âge de 30 ans, puis mettons pour les 5 prochaines années, combien que ça va coûter par mois? Ça sera environ 30 par mois. Puis on parle juste pour l'assurance vie. Je n'ai pas inclus l'assurance invalidité là-dedans. Puis on verra une autre fois. Fait qu'au niveau de l'assurance vie, comment ça coûte? Ça, c'est en moyenne une assurance hypothécaire.
Le problème qu'on va avoir, comme je vous disais, plus je vais vieillir, plus le coût augmente de façon exponentielle. Mais si le montant d'assurance couvert passe de 200 à 300 à 100 000 à zéro, ben le coût va être sensiblement tout le temps le même. Règle générale, c'est pas vrai que l'hypothèque va se payer réellement sur 25 ans. On va réhypothéquer, on va augmenter les montants tout. Donc, si à l'âge de 55 ans, la même personne, il reste encore un solde de 100 000 à payer au niveau des assurances, mais ça coûterait 46 par mois. Donc, l'exemple étant à comprendre, même si mon assurance me couvre de moins en moins, ça me coûte de plus en plus cher quand même. À l'inverse, la personne, écoute, ça n'a pas été comme que je voulais. Il me reste encore 300 000 d'hypothèque à payer à 55 ans. Combien qu'elle coûte l'assurance rendue là? 157 par mois. Donc, ce qui est à comprendre, elle a passé de 30, elle a augmenté tout le temps jusqu'à 157. Elle n'a pas fait de 30 à 157 du jour au lendemain. Donc, ça a coûté excessivement cher sur les 25 dernières années. Puis, je vous laisse imaginer ce qui s'en vient ces 10, 15, 20 prochaines années. Ça va continuer d'augmenter et coûter une fortune. Si on regarde au niveau individuel à l'inverse, la même personne, 30 ans, non-fumeur, un homme, elle aurait voulu prendre une assurance. Comme je vous dis initialement, j'ai fait une petite ligne jaune dans mon graphique de tantôt. Je suis couvert pour 300 000, puis le coût serait 25 et 65. 25 et 65 pour les 25 prochaines années, tout est fixe. Donc, ça peut arriver dans certains cas, ce serait peut-être 5$ de plus par mois qu'une autre assurance qui aurait été avec une banque. Là, dans mon cas, ici, je suis moins cher un peu. Mais sur du long terme, ça fait une méchante différence parce que là, j'ai pas payé du 100$, 130$, 140$ pour moi, c'est toute la durée. J'ai été à 25 et 65 sur tout ce temps-là. C'est pour ça que les assurances, c'est super avantageux. Puis pourquoi on en parle dans le processus, avant même d'avoir signé l'hypothèque, être passé chez le notaire et tout réglé, ce qui est à comprendre des assurances, on en veut une, ça ne veut pas dire qu'on l'a du jour au lendemain. Il y a un processus, il faut l'évaluer le dossier. Ça peut prendre 3 mois des fois, ça peut être excessivement long avant d'avoir une réponse de la compagnie. Ça se peut qu'on ait un refus, on doit aller dans des choix alternatifs ou autres. Donc c'est pour ça qu'on commence le processus tout en même temps. On va regarder pour la préqualification, on va regarder pour faire l'offre d'achat, on va regarder pour les assurances. On va tout commencer en même temps, tout va avancer en même temps, puis tout va tomber pas mal à échéance dans les mêmes temps comme qu'on veut. Donc c'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Au niveau des assurances, c'est pour ça qu'on va le regarder comme ça. Donc là, on est rendu au prêt hypothécaire. Prêt hypothécaire, qu'est-ce qu'on va faire rendu là? On va faire ce qu'on appelle une préqualification. On va pouvoir te dire tout de suite jusqu'à combien tu peux emprunter pour qu'après ça, tu puisses aller magasiner sur le marché qu'est-ce qu'il y a. Afin d'éviter que toi, tu vas aller voir une maison à 450 000, que le maximum que tu vas emprunter, c'est 400 000. Ben, c'est pour sauver du temps à tout le monde en faisant ça de même. Puis comment qu'on va le faire? Ben, on va demander à 26 institutions financières en même temps jusqu'à combien que tu peux emprunter. Plutôt que toutes les voir une par une, faire une demande de crédit à chaque, on va faire une demande de crédit et on va voir toutes les institutions financières en même temps. Comment qu'on va faire ça? C'est en passant par une agence de courtage. Donc, on a un bureau à l'interne, on va pouvoir vous référer votre dossier rendu là. Puis là, à partir de là, on va pouvoir l'évaluer. Souvent, la première peur qu'on a quand on parle du courtage, c'est au niveau des frais. Est-ce que ça va me coûter plus cher? Est-ce que mon taux va être plus élevé que si j'allais directement à l'institution? Non. Donc, dans la structure de frais, quand tu as un taux, par exemple, à 5%, et dans le 5%, il est déjà inclus une commission courtier. Donc, quand on va à l'institution, ils sont bien contents, ils gardent l'argent pour eux autres. Quand on va dans le courtage, bien, ils envoient le montant directement au courtier. Donc, pour vous, ça ne coûte pas une scène de plus, mais en arrière, comment ça marche la structure de frais, mais c'est plus avantageux comme ça. Donc, concernant la liste de documents qu'on va vous demander, le but est tout simplement de vous identifier. Éviter qu'on ait de la fraude, qu'on ait quelqu'un qui fait croire qu'il est médecin et qu'il ne l'est pas. C'est pour ça qu'on va demander, mettons, une lettre de confirmation d'emploi récent. Pas un document de 2021 qui traîne avec une tache de café dessus qui dit « Ah ben oui, j'ai déjà gagné 250 000 dans une année. » T'as peu. En date d'aujourd'hui, c'est quoi la situation? Est-ce que ce que tu dis fait du sens ou autre? On veut juste un document pour le prouver. Même chose au niveau des placements. On veut éviter le blanchiment d'argent. On veut éviter quelqu'un qui arrive, tiens, j'ai 100 000, j'achète une propriété. Ça sort d'où, ça? On veut une historique. On veut savoir d'où c'est que ça vient. Si tu as un don, oui, parfait. Signe-le que c'est un don. That's it. On veut juste savoir d'où vient l'argent capable de la suivre dans le temps pour éviter des problèmes au niveau légal, fiscal, tous les niveaux. Donc, c'est pour vous protéger, nous protéger, protéger tout le monde. On demande ces documents-là et on va toujours vous envoyer la liste par courriel pour être sûr. On est enfin rendu à l'étape de faire notre offre d'achat, aller magasiner sur le marché la propriété de nos rêves, voir qu'est-ce qu'on peut faire rendu là. Compte tenu que ça peut être assez difficile, surtout la partie de négociation, voir c'est quoi les propriétés qui pourraient rentrer dans notre budget, l'allié que je vous recommande, ça va être le courtier immobilier, surtout à l'achat.
Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est un spécialiste, un professionnel qui fait ça à tous les jours. Il va être capable de faire peut-être baisser le prix pour vous. Idéalement, il va réussir ou vous trouver des avantages de plus. Il va être capable de vous dire également si ça fait du sens ou pas. Par exemple, vous dites, je veux une maison super ensoleillée, mais dans un angle que le soleil, il va pas, on n'y a pas pensé. Ça peut tout être des petits trucs qui peuvent vous aider énormément. Nous, à qui on va vous recommander, c'est vraiment Yann Génois. C'est un professionnel avec qui on fait affaire depuis déjà un bon moment. On y réfère au-dessus d'une centaine de dossiers. Puis 100% de taux de satisfaction. Il est super bon autant pour l'immobilier résidentiel que l'immobilier qu'on veut mettre locatif, qu'on veut faire du revenu ou autre, commercial. Il est là pour tout. Donc vraiment, je vous invite à le rencontrer dans un premier temps. On va regarder tout ce qui est à faire avec lui. Puis il est vraiment à l'écoute de vos besoins. Ce que vous allez faire avec, on va magasiner les propriétés. On va essayer de voir, bon, ben, qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans. On va en avoir une quinzaine, une vingtaine. Ça se peut que ça prenne du temps avant de trouver vraiment qui nous intéresse. Finalement, on a un coup de cœur. On aura dit à vouloir faire une négociation avec le propriétaire. On va y faire une offre. Mais avant de faire une offre, moi, je veux vraiment vous inviter à faire attention et penser à mettre des conditions. Avoir une porte de sortie si d'un coup ça vous intéresse plus cette propriété-là ou finalement vous allez faire une offre sur un autre. Parce que le vrai terme, c'est promesse d'achat. Mais une promesse d'achat, on ne peut pas sortir aussi facilement qu'on veut. On ne peut pas faire 18 offres sur 18 propriétés en même temps. Ça va bloquer à quelque part tantôt. Donc vraiment, mettez une condition, par exemple, je veux que ce soit conditionnel à l'inspection, conditionnel à la vente de la maison que j'ai déjà ou peu importe. Vous pouvez mettre des conditions, puis vous pouvez négocier avec le vendeur pour ce qui fait du sens. Au niveau de la surenchère, c'est de faire attention également à la surenchère. Je sais que c'est présent, mais il y en a beaucoup qui se font avoir, qui vont payer un 30, 40, 50 000 de plus. Ça peut être problématique à ce niveau-là. Juste faire attention comme ça. Donc là, on vient de faire notre promesse d'achat, puis elle est déjà acceptée. C'est quoi la prochaine étape? Aller chez le notaire, tout officialiser ça. Comment ça se passe chez le notaire? C'est généralement en deux rencontres que ça se passe. La première va être préparatoire, parce que lui, il n'y a pas tous les documents que votre nom prenne même sur le coin d'une table. Donc, il va tout préparer le dossier, il va tout évaluer, il va poser des questions. Pour une deuxième rencontre, on va là signer et faire les virements. Donc, on va faire vraiment le transfert d'argent, la mise de fonds, payer les taxes. On va tout payer les frais rendus là directement chez le notaire. Donc, il faut se préparer rendu là pour que l'argent soit accessible et disponible. On va signer l'hypothèque et on devient propriétaire. Qui dit on devient propriétaire, on devient responsable de notre achat. Moi, je vous invite tout de suite, vraiment super important, à regarder, faire votre testament et mandat d'inaptitude. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà là, ça se peut que ça coûte moins cher, vous êtes déjà avec la rencontre avec le notaire, il y a déjà vos informations, ça va être plus rapide comme ça pour faire des économies. Si votre budget ne le permet pas, vous pouvez regarder directement en ligne. Il y a des sites qui permettent d'en faire en ligne pas trop cher. Vous pouvez le faire holographe, donc à la main, faire un testament, faire un mandat d'inaptitude. C'est déjà mieux que rien, mais c'est super important de comprendre parce que en l'absence de testament puis de mandat d'inaptitude, bien, la succession, que vous soyez marié ou conjoint de fait, ça peut être un problème s'il y a des enfants dans le décor. Parce que ça peut aller aux parents. Fait que là, imaginez vous donnez copropriétaire avec les beaux-parents ou avec les enfants ou le beau-frère, belle-sœur. Ça vient un peu compliqué, c'est de racheter les parts. Puis surtout, on l'a déjà vu malheureusement, quand il y a un décès et qu'il y a une question d'argent, ben souvent le monde va dire, ben moi aussi j'ai un deuil, j'aimerais ça garder ma part. Fait que là, ça peut compliquer les choses. Donc, je vous invite vraiment à faire attention et penser au testament et au mandat d'inaptitude. C'est super important rendu là. Donc là, tout est signé. On s'est entendu sur la date pour déménager. Parfait, merveilleux. On est propriétaire, on a les clés, on rentre dans la maison. Merveilleux, tout est fait. Donc là, ce qu'il va rester à faire, c'est peut-être peinturer les murs, mettre ça au goût du jour, peut-être faire 2-3 petites rénovations si on veut. Tout va bien, puis on en reçoit une lettre. 2 à 3 mois plus tard après l'achat de la propriété. Là, on regarde ça, il est marqué droit de mutation. Ça, en vrai, c'est la taxe de bienvenue. C'est un frais unique qui va rester à payer. Puis après ça, c'est fini les frais vraiment qui vont venir avec l'achat de la propriété. Là, après, c'est les frais récurrents, donc l'hypothèque, les taxes, puis les autres dépenses qui vont venir avec ça. Donc là, je vous ai tout expliqué le processus dans son ensemble. C'est énormément d'informations. Là, je vais tout vous montrer ça avec des chiffres. Je vous fais des calculs, je vous le montre vraiment tout de façon détaillée. Qu'est-ce que ça représente acheter une propriété dans 2 cas pratiques. Le premier, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça ressemble si, mettons, une personne va acheter seule un condo. Pour vous donner une idée qu'est-ce que ça ressemble. Condo, maison jumelée, tout ça, vous allez voir, c'est pareil. Puis dans un autre cas, si je veux mettre un plus gros montant, par exemple 10% de mise de fonds, mais je veux acheter une plus grande propriété avec un plus gros montant. Donc là, plutôt que juste vous
parler de même, c'est quoi les étapes, on va y aller vraiment avec des chiffres. Je vous explique vraiment en détail tout ce qui est à savoir, par exemple, au niveau de l'achat d'une propriété. Donc, on se donne un exemple, une personne qui vit seule, qui gagne 60 000 par année imposable, qui est déclarée, puis qui voudrait s'acheter un condominium. Que ce soit un condo, une maison, un jumelé ou autre, les calculs vont tous être exactement les mêmes, même si ça serait un duplex. Donc, quand je vous disais tantôt, deux adresses et moins pour le même lot, ça va tout être les 5% minimales. C'est juste que trouver un duplex de 250 000, par exemple, à Montréal, bonne chance. Là. Donc, c'est pour ça qu'il va un peu logique. Par exemple, on voudrait un condominium de 250 000, à savoir selon les ratios d'endettement. Le maximum qu'on pourrait emprunter, quelqu'un gagne 60 000, c'est à peu près ça, 250 000 le maximum qu'on pourrait aller chercher environ, dépendamment d'une institution à l'autre, dépendamment du dossier de crédit. Mais on ne pourra pas aller à 400 000 seul avec 60 000, sans autre source de revenus, pas d'allocation familiale, ni rien. Donc, là, dans mon exemple, je veux une propriété de 250 000, puis je veux mettre 5% de mise de fonds. Combien que ça coûte, ça? 12 500 $. Donc, qu'est-ce qui va être à prévoir chez le notaire? 12 500. À ça va se rajouter, comme je disais tantôt, l'assurance hypothécaire. L'assurance hypothécaire ou la CHL si vous préférez. Bon, excusez, je vais l'avoir. Donc, 9 500 $. Donc, je fais 250 moins 12 500. Je rajoute à ce solde-là le 9 500 $. Donc, mon hypothèque est de 247 000 $ sur 25 ans ici à titre d'exemple. Donc, en plus de mon 12 500 qui est à prévoir, c'est quoi d'autre que je vais avoir à prévoir? Bien, idéalement, je vais avoir mis comme condition que je veux faire inspecter le bâtiment avant de l'acheter. Je vais être sûr que je n'ai pas à faire de changement majeur. Moi, j'ai déjà vu un cas, pour vous dire à quel point c'est important. Il a acheté une maison, il y avait des puits de lumière, des espèces de vitres dans le plafond. Il y a eu une averse énorme, les puits de lumière ont défoncé, mais la pluie n'a pas arrêté, elle. Donc, ça a tout démoli le plancher, ça a détruit le bas des murs. Il y a eu de la moisissure qui s'est développée par après. Ça leur a coûté une fortune parce qu'ils ne savaient pas que les puits de lumière avaient une problématique. Pas de recours contre l'ancien propriétaire. Super important, faites une inspection pour éviter des problèmes. L'inspection, ça va dépendre de la ville, ça va dépendre de l'inspecteur que vous voulez, ça va dépendre de la grosseur du bâtiment, ça va dépendre de bien des choses. Donc, ça va varier d'une place à l'autre, mais faites inspecter le bâtiment pour être sûr. Au niveau de la mise de fonds, le 12 500 $ que je vous rappelle, le notaire, 12 500, ça ne le paye pas. Il faut prévoir son salaire, dépendamment des villes, dépendamment des notaires, c'est rendu autour de 1 500 $ environ. Il va falloir prévoir peut-être un ajustement des taxes, ce n'est pas automatique. L'ancien propriétaire, s'il payait les taxes de façon annuelle, par exemple, puis vous rentrez en milieu d'année, bien, vous devez payer au prorata la moitié des taxes scolaires et municipales. Si à l'inverse, payer mensuellement, il faut juste continuer les paiements. Mais c'est garder en tête, c'est possible qu'il y ait un ajustement de taxes et quand ce sera le temps d'acheter la propriété, bien, vous pouvez parler avec le propriétaire. Hey, tes taxes, ça ressemble à quoi? Pour éviter d'avoir une surprise de 3 000 $ qui n'était pas prévue si vous étiez juste limite pour acheter la propriété. Après ça, la CHL que je parlais, l'assurance hypothécaire tout à l'heure, elle est taxable chez le notaire. Donc, rendu là, il va falloir prévoir un montant, par exemple ici, sur le 9 500 $ que j'avais à payer. Lui, il va être sur 25 ans. Il va se rajouter sur mon terme. Mais la taxe va être à payer directement chez le notaire, 850 $. Puis, je vous disais tout à l'heure, testament et mandat qui est à faire, dépendamment si on est seul, en famille ou autre. Ça va être à prévoir qu'est-ce qu'on veut faire rendu là. Donc, combien que ça peut coûter, ça va varier d'une institution, pas d'une institution à l'autre, mais d'un notaire à l'autre. Donc, comme ça va coûter, c'est entre 16 000 et 17 500, dépendamment si je fais les testaments ou pas, si je fais tout au complet. Au niveau des frais initiaux, donc si on fait un rappel de combien ça coûte total, mettons, je prends mon exemple ici de 17 550. Après ça, il faut que je prévoie un frais pour le déménagement. Je connais aucun déménagement qui coûte absolument rien. Que ce soit, j'ai des amis, puis qu'on va louer un U-Haul, par exemple, puis on va faire un déménagement ensemble, je paye de la pizza et de l'alcool, il y a un frais. Si je paye des déménageurs, ça peut coûter plus cher. Donc, c'est se prévoir de la liquidité pour ça. Première dépense, si je parle d'un condominium, ben, c'est comme un appartement. Fait que si je pars d'un appartement vers un appartement, je vais pas être sur peut-être 2-3 murs. J'ai rarement des fenêtres à changer ou des rénovations majeures à faire. C'est un des avantages des condos. À l'inverse, si je regarde plus pour une maison, parce que je vous rappelle, les calculs vont être les mêmes, mais si je regarde plus pour une maison, je vais rajouter un zéro. Dans le sens que j'ai peut-être besoin d'une tondeuse, j'ai peut-être besoin d'une souffleuse, j'ai peut-être besoin de faire des changements à sa clôture ou autre. Ça va être des premières dépenses à avoir. Parce que je veux tout changer en flambant neuf pour avoir des nouveaux électros. Ben, c'est à le prévoir dans le budget. C'est là qu'on le regarde.
Donc, si je mets ça au minimum, je veux juste changer les rideaux, mettre des lumières, faire un petit peu de peinture. Donc, combien que ça me coûte total? 18 500 jusqu'à là. Fait que là, emménager, je vous dis tous les frais ensemble. Donc, si je voulais le déménagement et les premières dépenses, on se rajoute un 1000. Droit de mutation, c'est quoi ça? La taxe de bienvenue, la fameuse facture qu'on reçoit 1 mois, 2 mois, 3 mois après avoir acheté notre propriété. C'est la ville qui nous facture un montant pour avoir acheté un lot. Donc, c'est un montant unique qui est à payer. Il ne sera pas récurrent. Vous n'aurez pas repayé ça à chaque année. Mais à chaque fois que vous allez changer de propriété, vous allez faire des modifications au lot, il va y avoir un montant. Donc, si vous rajoutez quelqu'un, par exemple, vous étiez célibataire, là, vous êtes deux, il va y avoir une modification au lot, il va y avoir un frais de droit de mutation, mais il ne sera pas aussi élevé que vous aviez là. Ça va être un pourcentage de ça. Donc, pourquoi je vous donne l'ensemble des chiffres? C'est quelqu'un qui prévoit juste le 12 500 ben il va peut-être être serré un peu pour acheter la propriété. Pas obligé d'avoir 20 000 cash absolument là pour acheter la propriété, mais c'est garder en tête qu'il y a d'autres frais qui vont venir avec. La banque, elle va se dire, il faut au moins que tu sois capable de payer le notaire, puis la taxe de bienvenue. Il faut que tu sois capable de payer des frais pour t'en virer de bord un minimum. Donc, on va peut-être plus prévoir un minimum à 14-15 000 pour commencer le projet, puis par la suite, on pourra s'organiser dans le futur. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce qui est à prévoir pour avoir aucune surprise puis un peu de marge de manœuvre? Ça serait un exemple qui fait du sens. Ensuite, combien que ça va coûter mensuellement, ce projet-là? Un niveau des frais mensuels. Par exemple, je le mets sur 25 ans à 5,5%. Juste l'hypothèque seule. Combien que ça coûte 250 000, 25 ans, 5,5? On est à 1516,80 par mois. Nous, d'après ça, c'est quoi les autres dépenses que je vais avoir à faire? Bien là, dans l'exemple, on parlait d'un condo. Ben, un condo, ça va dépendre. Ça peut en coûter juste 45 par mois, ça peut en coûter 100, ça va varier. Si j'achète une maison, ben, plus c'est grand, plus il y a une grande superficie, mais plus je vais avoir des gros montants à prévoir au niveau des paiements de chauffage. Petite information super importante à savoir, s'il y a un compteur intelligent, vous allez directement sur le site de Hydro-Québec pour faire une estimation des coûts d'une résidence. Moi, je me suis sauvé déjà énormément de frais comme ça. J'avais une résidence parfaite, une maison vraiment grande, plusieurs pièces. Tout était idéal. Là. Était affiché, je pense, c'était 250 000 en 2015-2016 à peu près. Elle était vraiment pas cher dans le coin de Québec. Mais je me dis, c'est sûr, il y a un problème. Elle est trop belle, elle est trop grande, tout est merveilleux là-dessus. J'ai regardé justement la facture de chauffage, comment que ça coûtait, puis c'était pas loin de 600 par mois. Mais moi, ce que ça me dit en tête, c'est j'ai pas le temps de rénover cette maison-là. Faut que je démolis les murs, soit par en dedans ou par l'extérieur. Faut tout refaire l'isolation au complet. Faut changer le système de chauffage. Finalement, c'est plus un projet de 250, c'est peut-être plus 300, 350, dépendamment des travaux qui vont venir avec ça. C'est plus le même budget, est tout d'un coup moins intéressant de la maison. Donc, on peut avoir des surprises comme on peut en sauver juste en regardant ça comme ça. Ensuite, les assurances, ça va dépendre. Les assurances feu, vol, vandalisme, ça va dépendre de la propriété. Est-ce que je vais acheter une propriété qui est dans un secteur à risque? Est-ce que je suis dans un secteur plus tranquille? Est-ce que j'ai une bonne fontaine qui est proche? Est-ce que je suis dans un champ? Est-ce que c'est centenaire? Ça va vraiment varier à ce niveau-là. Puis les taxes scolaires et municipales qui vont être à prévoir. Ici, j'ai pris le calcul de taxes de la Ville de Québec. Ça se ressemble sensiblement. Règle générale, on se trouve pas loin d'à peu près 1% de la valeur de la maison en paiement qu'on va faire total, annuel, taxes scolaires et municipales combinées. Il y a des municipalités qui coûtent plus cher que d'autres moins cher que d'autres. C'est à voir, mais c'est pour vous donner une idée. Puis là, si je parle d'un condo, mais il va y avoir un frais de copropriété. Puis ce frais-là, il n'est pas clair pour tout le monde, mais en gros, ce qu'on veut dire, c'est que c'est un montant qu'on va accumuler. Puis s'il y a des rénovations à faire sur le bâtiment, vu que tout le monde est solidaire, ben ça va servir à faire les rénovations ou payer des bris ou faire des changements ou autres sur le bâtiment ou refaire le revêtement ou changer la toiture après un certain temps. Si j'achète une propriété à la place, comme une maison ou un jumelé, je vais vous inviter à mettre ce montant-là dans votre budget. Parce que si vous avez à changer la toiture, changer le toit, changer les fenêtres ou autre vous-même, ça va coûter 5, 10, 15 000 dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ben faites-vous tout de suite le budget de 200$ par mois. Ça revenait exactement au même pareil, puis vous allez éviter d'avoir des surprises comme ça. Donc, coût total, si j'inclus le frais de copropriété puis les autres montants, ça m'a coûté 2100, mais ça peut varier, comme je vous explique, à chacun des éléments. Chose sûre, l'hypothèque, elle ne changera pas. Fait que ça peut varier peut-être entre 1900 puis 2300, 2400, dépendamment du type de propriété que vous voulez, pour vous donner une idée. Donc, si on résume le cas numéro 1, c'est que je vais acheter un condo de 250 000 seul avec un revenu de 60 000.
Qu'est-ce que ça pourrait ressembler au niveau des coûts? Ben là, on pourrait dire, par exemple, 20 800, ça c'est tout frais confondu, tout est fait, tout est réglé, j'ai un coussin, j'ai de l'argent, tout est réglé. Mais si je veux juste regarder la mise de fonds seule, je suis plus autour de 12 500. Si je mets une plus grosse mise de fonds, mais il y a des frais qui sont fixes, comme le notaire par exemple, l'inspection, ça ne changera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut garder en tête que, écoute, j'ai 20 000, je suis capable de mettre un petit peu plus que 12 000 de mise de fonds. T'as peu, calcul. Ça vaut la peine de le regarder. Au niveau des mensualités, est-ce que ça fait du sens ou non, cette propriété-là? Si on regarde juste l'hypothèque seule, il y en a beaucoup qui vont dire, ah, mon hypothèque, elle ne me coûte pas si cher que ça me coûte le prix d'un appartement. Il y a d'autres frais qui viennent avec ça. Donc moi, tout ce que je veux, c'est juste vous donner une vue d'ensemble, qu'est-ce que ça peut ressembler comme situation. Que ce soit un condo ou une maison, comme je vous dis, il y a des affaires qui vont se ressembler, d'autres qui vont être différents. Ça vous permet de vous faire un avis un petit peu plus critique sur la situation. Donc, cas pratique numéro 2 que je vous montre. Là, ici, ce qu'on va regarder, c'est si j'achète plutôt une propriété d'une plus grande valeur. Donc, si je regarde, mettons, pour une famille qui gagnerait 100 000 par année, qu'est-ce qu'ils pourrait emprunter maximum à peu près? Ça serait 400 000. Là, ici, je regarde pour une maison, mais la mise de fonds qu'on va mettre, ça va être un 10 %. Pourquoi? Parce que si vous voulez un exemple, par exemple, d'un triplex, quadruplex, où la mise de fonds minimale va justement être 10 %, ça va vous donner une idée à quoi s'attendre également. Donc, l'autre exemple précédent de 250 000 avec un 5 % de mise de fonds, vous pourrez comparer les frais fixes qu'on va avoir un scénario et l'autre. Vous allez voir, c'est sensiblement les mêmes. Mais évidemment, si j'ai une propriété qui est plus chère, il y a des coûts qui vont augmenter en conséquence. Donc, dans cet exemple-là, je mets 10 % de mise de fonds. Je n'étais pas obligé. J'aurais pu mettre seulement 5 vu que c'est une maison et je prévois l'occuper. Si c'est un triplex, quadruplex que je prévois occuper, ça serait exactement le même scénario. Donc, je mets 40 000 de mise de fonds. La CHL ou l'assurance hypothécaire, là, au lieu de coûter 4 % comme je vous disais du sol, on va être plus à 3,10. Donc, ça va coûter 11 160 $. Donc, 400 000 moins 40 plus 11 000, je tombe à 371 160 $ de prêt hypothécaire que je vais mettre sur 20-25 ans, la durée qui me tente. Après ça, je vais avoir d'autres frais qui vont être à payer. L'inspection, évidemment, si j'ai une maison, un duplex, triplex ou j'ai quoi de plus gros qu'un condo, mon frais d'inspection va être plus élevé. On s'entend. Donc, si j'ai des frais plus élevés, on va le prévoir comme ça. La mise de fonds, comme je venais de dire tout à l'heure, le notaire, ça va être le même coût. Parce que le notaire qui fasse pour une maison ou un jumelé ou un duplex, ça risque de se ressembler quand même au niveau des frais. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça va vraiment dépendre du notaire. L'ajustement de taxe, je l'ai mis plus élevé que le condo. Pour la raison étant que si la maison vaut plus cher, les taxes vont être plus chères. Donc, ça se peut que l'ajustement, s'il y en a un, soit plus élevé. Donc, c'est juste faire attention à ce niveau-là. L'assurance hypothécaire, encore une fois, elle est taxable chez le notaire. Donc, on aurait le montant de 1 000 $ qui est ici. Puis, encore une fois, je vous rappelle de faire un testament au mandat d'inaptitude. Donc, si on veut payer pour tout le monde puis faire un montant, ça va varier encore une fois d'un notaire à l'autre pour avoir un rabais, puis ça peut coûter plus cher. Mais c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Donc, total, combien que ça me coûte? C'est plus juste 40 000, mais 45 000. Si j'avais mis, par exemple, 5 % de mise de fonds, donc 20 000 $, là où ça aurait fait une différence, mais c'est l'ajustement des taxes, ça aurait été pareil, mais c'est plus au niveau de la taxe sur l'assurance hypothécaire qu'on aurait vu une différence et la mise de fonds. Le reste aurait été sensiblement les mêmes. Donc, ça, on reprend mon exemple. Donc, j'ai 45 754 $ pour les frais initiaux. Je déménage. Donc, si je passe d'un appartement vers une maison, ça va être sensiblement le même coût. Si je passe d'une maison vers une maison, ça peut me coûter plus cher. Si je vais avec des déménageurs, ça peut me coûter encore plus cher. C'est pour vous donner une idée seulement. Première dépense, par contre, là, je vous invite à vous rappeler qu'une maison, vous arrivez là, s'il n'y a pas d'outils, vous n'avez pas d'équipement ni rien, l'été, il faut couper la pelouse. L'hiver, il faut enlever la neige. Donc, est-ce que je vais avoir besoin d'une souffleuse, d'une tondeuse, qu'il faut que je m'équipe en neuf ou autre? J'ai plus de fenêtres qu'avant, donc j'ai plus de rideaux à mettre, avec plus de lumière, la peinture, des rénovations. Ça se peut que vous, dans votre cas, ça vous en coûte un 20 000 de plus de première dépense. Ça se peut que ça vous en coûte la moitié de ce montant-là ou absolument rien parce que tout est clé en main. Juste garder en tête de se garder un montant de budget. Donc, si vous aviez 50 000 de disponible, gardez en tête que, OK, on dépensera peut-être pas tout dans la première journée qu'on va rentrer là, on va attendre. On va peut-être acheter sur Kijiji ou Marketplace ou peu importe. Donc, frais total, combien que je montrais, je serais à 51 000, donc 45 000 de base, 5 500 pour aménager. Et finalement, encore une fois, j'ai ma taxe de bienvenue ou les droits de mutation du vrai terme, donc 4 489 qui se rajoutent
Pour un grand total, ici, avec une marge de main-d'œuvre, encore une fois, je serais à 55 000, donc 40 000 de mise de fonds. Si je mettais 5% de mise de fonds, donc 20 000 parce que je voulais justement une maison ou un duplex, par exemple, ben, ça aurait coûté moins cher. Là, je serais plus dans l'ordre du 25 000 à 30 000 environ. Si je mets la mensualité maintenant sur 25 ans, à quoi que ça ressemble, à un taux de 5,5%, je serais à 2 279 $. Et avec ça, il va venir un frais de chauffage qui va être plus élevé, parce que plus la maison est grosse, ben, plus il faut d'énergie pour la chauffer, on s'entend. Avec ça, je vais ajouter un frais d'assurance qui va être plus élevé également, parce que si j'ai un bâtiment de 400 000 ou 1 million, ça va me coûter plus cher qu'un autre de 200 000, tout simplement. Les taxes, même principe. Donc, plus la propriété vaut cher, plus les taxes scolaires et municipales vont coûter cher. Et le frais d'entretien. Donc, comparativement à un frais de condo, ce que je suis obligé de payer ce montant-là, frais d'entretien, c'est moi qui vous encourage à épargner. Après avoir un montant en conséquence, pour vous dire, ben, si je dois faire des rénovations, changer les fenêtres dans 5 ans, la toiture dans 10 ans ou autre, ben, ça va me coûter 5 ou 10 000 ben, je vous souhaite de le mettre tout de suite en épargne pour éviter d'avoir des gros montants à débourser dans le futur. Donc, le frais total mensuel, ça peut varier entre 2 900 puis 3 300 $ par mois, dépendamment des taux, dépendamment de plusieurs facteurs, mais ça va vous donner une bonne idée à quoi s'attendre. Donc, ça, on fait récupératif. Comme je vous disais, si je mets 5% de mise de fonds, je vais plus être autour de 25-30 000. Si je mets un 10% de mise de fonds, je vais être autour de 50, 55 000 à peu près, dépendamment de tous les autres frais que je veux inclure là-dedans. Après ça, au niveau des frais mensuels, ben, je vais être autour de 2200 si je veux juste regarder au niveau de l'hypothèque seule. Mais si j'inclus les autres frais qui vont venir avec, je vais plus être autour de 3000 $ par mois pour vous donner une bonne idée de quoi s'attendre si je veux faire un projet immobilier. Donc, est-ce qu'avec un revenu de 100 000, je serais mieux de regarder plutôt une maison de 300 000 dans ce cas-là si j'arrivais serré? Ben, peut-être. Comparativement, si je vais regarder une maison de 500 000, mais c'est sûr, ça va coûter beaucoup plus cher au niveau des mensualités, au niveau de la mise de fonds et d'autres frais. Donc, le but de tout ça, c'est simplement de vous donner une bonne idée à quoi s'attendre au niveau des frais. Comprendrez que c'est du cas par cas. Il y a beaucoup de facteurs qui vont varier. Donc, seulement vous donner une idée à quoi s'attendre. Puis rendu là, nous, ce qu'on va faire, on va vraiment l'évaluer au cas par cas avec vous individuellement quand on aura besoin. Merci grandement d'avoir regardé cette vidéo sur l'achat d'une première propriété. Donc, si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser directement dans le bas de cette vidéo. Ça va me faire plaisir de les lire. Sinon, vous pouvez me les envoyer par courriel à info@commercialpatricesterio.com. Toutes vos questions, commentaires ou autres, ça me fait plaisir de les lire et de vous répondre. Vous pouvez également me commenter directement sur ma page Facebook. Vous avez accès à tous mes réseaux sociaux directement en scannant le code QR qu'il y a là. Vous allez pouvoir le voir. Vous pouvez également m'écrire ou prendre rendez-vous via mon site web ou dans les liens dans la description de cette vidéo-là. Puis par mon téléphone, pour autant me texter des SMS, je les prends, c'est pas un problème, vous pouvez m'appeler, donc je suis facilement rejoignable. Donc sur ce, je vous remercie énormément et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.